Ça fait des années que le Bloc travaille à rapatrier les pouvoirs en matière de culture. On parle pas beaucoup de culture dans cette campagne. On a essayé de prendre sur le secteur des arts et de la culture une approche très holistique. Parce que le secteur culturel est tellement important pour l'identité québécoise. Dans le cadre de la campagne électorale fédérale 2021, on trouvait qu'on ne parlait pas assez de culture. En collaboration avec le Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec, le RCRCQ, on a décidé de vous proposer des rencontres virtuelles. On va rencontrer 4 candidats, un candidat par chacun des partis principaux, qui vont nous présenter leur plateforme électorale et on va ensemble aborder 4 thèmes. La loi C10 et les droits d'auteur, les infrastructures, le filet social des artistes et la relance économique. Bienvenue. Valérie Beaulieu, je suis directrice générale de Culture Montréal et aussi coprésidente du Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec. Et d'ailleurs, les 15 conseils régionaux de la culture du Québec se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue, vous remercier en fait de participer à ces rencontres-là et évidemment pour remercier M. Stephen Guilbeault qui a accepté de venir nous rencontrer ce matin. Vous savez, pour le réseau, c'est extrêmement important qu'on prenne le temps pendant cette campagne électorale-là, évidemment, de parler de culture, mais aussi de prendre connaissance, en fait, de s'informer le mieux possible sur chacune des plateformes que les grands partis nous proposent. Et donc, évidemment, on est conscient qu'avec la crise climatique, avec la crise sanitaire, les enjeux culturels ne sont pas nécessairement prioritaires sur le dessus de la pile, mais on pense que quand même, justement, il faut plus que jamais en ce moment parler de culture. Vous savez, notre secteur des arts et de la culture a été durement touché, mais on est convaincu aussi qu'il peut contribuer à une relance forte. Voilà, c'est un peu l'esprit de nos rencontres cette semaine. Mardi, nous avons rencontré Martin Champoux du Bloc québécois. Hier, nous avons rencontré Alain Reyes du Parti conservateur. Aujourd'hui, Stephen Guilbeault du Parti libéral. Et demain, ce sera Alexandre Boulris du NPD. Avant de laisser la parole à notre animateur, je veux quand même remercier Éric Laure, directeur général du réseau, et Nathalie Girard, coordonnatrice aux communications du réseau, pour le travail exceptionnel qu'ils ont fait pour organiser ces rencontres-là vraiment très, très, très rapidement. Donc, merci beaucoup, bravo. Et donc, maintenant, je vous laisse entre les mains de Sylvain Massé. Sylvain Massé qui est comédien, mais également président de Culture Montérégie, qui va animer la rencontre d'aujourd'hui. Donc, bonne rencontre tout le monde. Merci d'être là. Merci Valérie, merci. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Effectivement, on est très fiers de cette formule-là où, plutôt que d'offrir un débat, chaque candidat pourra parler pendant 1 heure, nous présenter sa plateforme, répondre aux questions sans avoir de scories et d'interruptions. Alors, on est très contents, ça se passe très bien et on est très confiant que ça va continuer de bien aller. Quelques informations techniques. On vous invite évidemment à vous placer dans l'affichage en mode intervenant, speaker view pour ceux qui travaillent en anglais. Évidemment, on vous demande de fermer vos micros si vous avez des chats, des oiseaux ou une chaise qui craque. Ça dérange inutilement. Voici comment on va fonctionner. Donc, je vais vous présenter M. Guilbeault. Ensuite, pendant 10 minutes, il va nous présenter sa plateforme. On va après aborder 4 thèmes, la loi C10 et les droits d'auteur, les infrastructures, le filet social des artistes et la relance culturelle. Ensuite, il y aura une période de questions. Comment vous pouvez participer à cette période de questions? C'est très simple. Dans le chat, on vous invite à poser vos questions. Identifiez-vous, posez votre question et nous, notre équipe, va en sélectionner quelques-unes que je vais adresser à M. Guilbeault et on aura un mot de la fin. Donc, on va passer la prochaine heure ensemble pour discuter culture avec M. Guilbeault. M. Guilbeault, Stephen Guilbeault, il est le ministre du Patrimoine sortant. Il a été élu le 21 octobre 2019, donc pas tout à fait 2 ans. Rapidement, il a été nommé ministre du Patrimoine et il est candidat, encore une fois, pour une deuxième fois, dans la circonscription Laurier-Sainte-Marie. Monsieur Guilbeault, bonjour. Bonjour. Donc, parlez-nous de votre plateforme. D'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et d'être présent en aussi grand nombre. J'aimerais débuter par souligner que je me trouve en territoire autochtone non cédé des Mohawks et des autres peuples Haudenosaunee. Alors, très, très, très heureux de partager avec vous
je veux dire certains des éléments de notre plateforme parce que, sincèrement, je vous invite à la lire. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments dans notre plateforme. On a essayé de prendre sur le secteur des arts et de la culture une approche très holistique quant à nos engagements. S'il y en a parmi vous qui auraient parfois l'impression, en lisant notre plateforme, de revoir des éléments issus du rapport Yale sur la radiodiffusion et les télécommunications, c'est fort possible, puisque ce rapport-là nous a beaucoup guidés dans les 19 derniers mois. Et d'ailleurs, c'est sur la base de ce rapport-là que nous avons élaboré la première chose dont je vous parlerai ce matin. Et je sais qu'on va y revenir, mais c'est la pierre angulaire de notre plateforme, certainement l'une des pierres angulaires. Et je pense pour le secteur audiovisuel, il en va du salut de ce secteur-là et aussi de notre souveraineté culturelle. Alors, la question de réformer, de réintroduire le projet de loi pour réformer la loi sur la radiodiffusion, qu'on appelle communément le projet de loi C10, notre parti s'engage à réintroduire ce projet de loi-là, une nouvelle mouture de ce projet de loi-là, dans les 100 premiers jours d'un nouveau mandat. Je pense, et je l'ai dit à plusieurs reprises là, depuis que nous avons présenté le projet de loi C10, mais les géants du Web doivent faire leur juste part en matière d'investissement en culture au Québec et au Canada, ce qu'ils ne font pas présentement, dans la mesure des revenus qu'ils génèrent ici, comme le font les radiodiffuseurs conventionnels. Le projet de loi C10 a été salué par de nombreux intervenants au Québec, mais à travers le pays, comme étant une avancée significative. Certains ont même parlé d'un moment historique lorsque le projet de loi a été déposé. Nous sommes le premier gouvernement à proposer une modification de la loi sur la radiodiffusion en plus de 30 ans, mais non seulement ça, mais nous sommes le premier gouvernement à nous attaquer aux géants du Web. Sur le volet culturel, il y a d'autres volets sur lesquels je reviendrai peut-être qui ont une importance un peu plus périphérique, je dirais, sur la question de la culture, mais qui sont quand même reliés. Et je vous rappellerai, pour ceux et celles qui ont peut-être moins suivi le débat sur le projet de loi C10, que selon les projections du ministère du Patrimoine, les baisses de revenus publicitaires des radiodiffuseurs conventionnels vont priver le milieu des arts et de la culture de près d'1,3 milliard de dollars au cours des prochaines années. Alors que si nous allons de l'avant avec un projet de loi comme le projet de loi C10, non seulement nous n'aurons pas cette perte-là de 1,3 milliard de dollars pour la production audiovisuelle, mais pour la musique aussi, nous aurons des investissements supplémentaires de 800 millions de dollars par année. Donc, faites une règle de 3, ce que ça représente pour le Québec, mais des centaines de millions pour le Québec et un peu plus de 800 millions selon les évaluations du ministère grâce à ce projet de loi-là. Le projet de loi C10, il est important d'un point de vue financier, bien sûr, mais il est aussi important du point de vue de la découvrabilité, qui est un concept qu'on retrouve également beaucoup dans le rapport Yale. Alors, comment on peut faire en sorte que la musique, les séries télé, les films québécois, canadiens aient une place sur les plateformes et que ce soit facilement, que ce soit mis en valeur par les plateformes, puisque, si je prends l'exemple de YouTube, par exemple, 75% de ce que les gens regardent sur YouTube vient des recommandations que YouTube fait. Alors, cette question-là de la découvrabilité, c'est aussi névralgique que la question du financement. Parce que c'est bien beau d'avoir de la musique, des séries québécoises sur ces plateformes-là, mais si à chaque fois, c'est un chemin de croix pour arriver à les trouver, est-ce qu'on est vraiment gagnant? Alors, nous voulons forcer les compagnies, non pas à dicter, comme le prétend le Parti conservateur, à dicter ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas regarder, mais dans la mesure où ces plateformes-là font déjà des recommandations, et on veut qu'une partie du contenu qui soit recommandé soit du contenu québécois et canadien. Donc, on ne change rien au modèle d'affaires des entreprises, on ne va pas leur dire comment faire leurs algorithmes, mais nous voulons promouvoir, et ça, je vous dirais que c'est un concept qui est
qui est salué par, j'ai eu des conversations avec des gouvernements un peu partout sur la planète. Je pourrais te parler de l'Ukraine qui nous ont dit c'est super intéressant ce que vous faites avec le projet de loi C10. Nous, ça nous intéresse également. La Finlande, la France, l'Allemagne, des pays en Amérique latine, en Asie, en Afrique, qui sont aux prises avec le même genre de problème que nous sur la diversité des contenus et des contenus culturels sur les plateformes. Et d'ailleurs, à l'initiative du Canada, nous avons lancé une coalition de pays qui ont décidé de travailler ensemble là-dessus. Présentement, nous ne sommes que 5, mais dans un avenir très proche, si notre gouvernement est reconduit, bien sûr, moi, je pense qu'on se dirige, nous avons semé les graines de ce qui pourrait devenir, dans un avenir pas trop lointain, un accord international sur l'encadrement des géants du Web, notamment quant au contenu culturel. Il y a beaucoup d'autres choses dont je veux vous parler. Alors, dans notre plateforme, nous proposons également de lancer un nouveau programme de relance des arts et de la culture qui doublerait les montants des recettes de la vente de billets pour les arts de la scène et les autres établissements culturels, évidemment, afin de compenser pour la réduction de capacité liée aux limites sanitaires. Nous voulons appuyer encore plus les longs métrages canadiens en augmentant de 50 millions de dollars par année le financement de Téléfilm Canada sur une base permanente. Alors, c'est pas on donne 50 millions, puis après ça, on revient au niveau précédent, ce 50 millions-là, mais vraiment donc de garder cette augmentation-là. Nous voulons également soutenir les productions télévisuelles canadiennes en doublant la contribution gouvernementale sur 3 ans au Fonds des médias du Canada, qui est un autre acteur très important dans l'écosystème canadien. Si je reviens une minute sur Téléfilm, nous voulons augmenter la proportion de financement pour le contenu audiovisuel en français auprès de Téléfilm Canada. On le ferait passer, donc, cette proportion-là de 33, ce qui est le cas présentement, à 40 %. Et ça, écoutez, je vous dirais que c'est déjà le cas là, pour plusieurs autres organismes subventionnaires. Donc, Téléfilm était un peu devenu avec le temps une anomalie à ce niveau-là, donc on vient corriger ça. C'est très important pour nous. Pourquoi 40 % pour les productions francophones? Bien, évidemment, parce que les producteurs anglophones ont accès beaucoup plus facilement à des capitaux et des capitaux beaucoup plus importants que c'est le cas au Québec. On est plus limité ici, évidemment. Donc, le rôle de l'État pour soutenir les productions francophones est d'autant plus important à ce niveau-là. Nous voulons également fournir au bureau de l'écran autochtone, donc qui est une initiative du gouvernement libéral. Nous avons d'abord créé ce bureau-là. On leur a demandé ensuite de travailler à nous présenter un plan d'affaires pour le financement. Nous avons octroyé dans le dernier budget 40 millions au bureau de l'écran autochtone. Et là, nous proposons, sur une base permanente, de leur fournir 13 millions de dollars par année pour que les récits, les histoires autochtones puissent être racontés et vus. Je vous parlerai peut-être en terminant, parce que je pense que mon temps s'achève, d'un élément qu'on va aborder, je pense aussi, mais qui est très important. Je pense que la pandémie nous a fait prendre conscience à quel point certains des éléments de notre filet social sont devenus avec le temps inadéquats. C'est d'ailleurs pourquoi on a dû mettre en place d'abord la prestation canadienne d'urgence qui s'est maintenant transformée en prestation canadienne de relance économique. Je suis un peu sidéré d'entendre certains partis dire qu'on devrait l'abolir alors qu'on sait très bien que dans des secteurs comme les arts et la culture, c'est ce qui a permis aux gens de passer à travers la crise. Et notre position à nous, dont la PCRA n'a rien à voir avec la pénurie de main-d'œuvre. Cette pénurie-là, elle existait avant la pandémie. Les chiffres de Statistique Canada montrent on entend que les étudiants restent chez eux à rien faire. Or, les chiffres de Statistique Canada de juin dernier montrent qu'il y a plus de jeunes de 18-30 ans sur le marché du travail maintenant qu'avant la pandémie. Et cette idée que les artistes sont à la maison, attendent leur chèque de PCRE à rien faire, c'est, à notre avis, complètement ridicule, très populiste et un peu sidéré de voir que même le Bloc québécois embarque là-dedans. Les conservateurs, ça ne me surprend pas, là, vraiment, mais que même le Bloc embarque là-dedans, je trouve ça un peu ridicule, bien honnêtement. Mais donc ça, évidemment, c'est une mesure transitoire. Nous proposons de maintenir des mesures transitoires pour le secteur des arts et de la culture pour aussi longtemps que le secteur en aura besoin. Et c'est ce que nous avons fait pendant la pandémie. On se rappellera qu'au début, on a parfois l'impression que ça fait une éternité, mais
lorsqu'on a mis en place ces mesures-là, la subvention salariale, subvention de loyer, PCU, c'était pour 3 mois. Puis on pensait qu'après 3 mois, cette affaire-là de pandémie puis de COVID, ça allait être derrière nous puis qu'on allait pouvoir passer à autre chose. Or, ce n'est pas le cas. Ça fait déjà plus d'1 an. Et nous avons maintenu ces mesures-là notamment pour soutenir pas juste le secteur des arts et de la culture, mais certainement le secteur des arts et de la culture, de par l'impact que la pandémie a eu et a encore dans bien des cas. Le dernier point que je voudrais aborder rapidement, c'est que nous nous proposons de réformer l'assurance-emploi pour les travailleurs autonomes, notamment les travailleurs du secteur des arts et de la culture. Alors, je m'arrête ici et je vous repasse la parole, M. Massé. Merci beaucoup. Ben, écoutez, c'est sûr que vous avez l'avantage des réalisations. Comme vous étiez au pouvoir, c'est clair que les partis d'opposition critiques disent toujours qu'ils auraient fait mieux. Vous, on peut évaluer le travail que vous avez fait. Moi, je suis content d'entendre que très souvent, vous avez dit le mot « pérenniser », s'assurer que ça va se poursuivre. Donc ça, pour nous, c'est rassurant parce que la première question qui venait d'entrée de jeu, c'était tout ce soutien-là qui était lié à une cause, qui était un soutien causal. Effectivement, quand on se souvient que ces problèmes-là étaient là bien avant la pandémie, donc que la pandémie ait permis de mettre une loupe et mettre en évidence ces problèmes-là, puis qu'on ait eu des soutiens financiers adéquats dans une situation de crise, effectivement, la question, c'est la pérennisation, tout ça. Mais avant si on revient dans l'ordre, parlons-en de la fameuse loi C10, de cette fameuse loi de la radiodiffusion, parce que là, effectivement, donc là, c'est mort au feuilleton, on s'essuie puis on recommence. Est-ce que vous allez intégrer les réseaux sociaux à la radiodiffusion, parce que au niveau des plateformes, jusqu'où vous voulez aller dans l'intégration de cette nouvelle mouture de la C10? Je pense que la nouvelle mouture de C10 que l'on redéposerait, que l'on réintroduirait à la Chambre, si notre gouvernement est réélu, ressemblerait probablement beaucoup plus à le projet amendé à la fin du processus parlementaire que ce qu'on a déposé au départ. Je pense que ce qu'on a déposé au départ était une bonne première tentative. C'était le fruit de plus d'1 année de travail, de consultation avec des acteurs d'ici et d'ailleurs, acteurs au sens large, évidemment. Mais il y a les organisations dans le secteur des arts et de la culture, dans le secteur de la radiodiffusion, et même, je dirais, les partis d'opposition ont permis, sauf les conservateurs, évidemment, mais ont permis de bonifier ce projet de loi-là. Alors, il va falloir le réécrire, là, mais sans avoir fait l'exercice, moi, ce que je vous dirais, c'est que ça va ressembler beaucoup à ce que vous avez vu à la fin, plus qu'au début. Donc, avec les modifications, les bonifications, l'intégration des plateformes comme YouTube, par exemple, qui étaient au départ exclues, et on pensait que c'était la bonne approche. Et là, finalement, notamment les gens du secteur de la musique nous ont dit, écoutez, YouTube, très important, il faut les inclure. C'est ce que nous avons fait. Et d'ailleurs, c'était cette modification-là. Les conservateurs et d'autres critiques ont dit, bien, mon Dieu, le parti a modifié son propre projet de loi. De faire cette critique-là, c'est de ne pas comprendre comment fonctionne le processus parlementaire. Il n'est pas rare pour un parti, suite à des commentaires des acteurs, des intervenants, de dire, bien, vous avez oublié telle chose, il y a cet élément-là qu'il faut modifier. Donc, un gouvernement qui est à l'écoute décide de modifier de lui-même son propre projet de loi. C'est tout à fait dans l'ordre des choses. Je pense qu'il y a eu d'autres bonifications qui sont venues que je voudrais que l'on conserve pour la suite des choses. On voit qu'on s'éloigne tranquillement de cette fameuse taxe aux revenus que la France avait imposée, mais qui est en train de reculer. On se dit qu'effectivement, ce qui est important, c'est de réinvestir dans le contenu et que ces gros joueurs-là deviennent des citoyens corporatifs, régulariser leur situation, qui paient leurs taxes, la TPS, tout ça. Mais au niveau de la découvrabilité, je trouve ça très intéressant que vous apportiez comment on peut imposer, parce qu'effectivement, si par exemple Netflix subventionne des séries québécoises, mais qu'au niveau de la découvrabilité, elle n'est jamais proposée, elle ne sort pas, on n'a pas du tout l'impact. Comment on peut imposer dans les algorithmes, s'assurer de cette découvrabilité-là? 2 choses que je voudrais dire. On ne s'éloigne pas de la taxation des géants du Web. Ce sont 2 enjeux qui sont différents. C'est-à-dire que ma collègue, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déjà avancé le projet de taxer les GAFAM. Mais ça, évidemment, les taxes, ça va dans le fonds consolidé. Puis bon,
Après ça, comme ministre du patrimoine, on fait notre travail pour aller chercher cet argent-là, mais le projet de loi C10, c'est de l'argent qui va directement au secteur et qui ne passe pas par le fonds consolidé. Alors, c'est deux choses très importantes, mais qui sont quand même différentes. Et l'une n'exclut pas l'autre, et certainement pas dans notre vision des choses, alors que dans la vision conservatrice, on parle d'éventuellement taxer les GAFAM, mais ça ne donne rien au secteur culturel. Absolument rien, d'une part. D'autre part, sur la découvrabilité, en termes de moyens, je pense que nous avons des organes de régulation, des régulateurs comme le CRTC, dont c'est l'expertise de déterminer le comment. Alors, nous, en tant que législateurs, on définit le cadre, on définit le carré de sable, puis on dit, bien, voici les règles à l'intérieur desquelles ces entreprises-là vont devoir évoluer. Puis après ça, sur le détail de comment ça se fait, bien, on confie ce mandat-là aux régulateurs, comme on le fait dans toutes sortes de secteurs. Là, certains critiques disaient « Ah, mais là, pourquoi c'est pas dans la loi? » Ce n'est jamais dans la loi. La réglementation n'est jamais dans la loi. C'est deux choses différentes. Je connais mieux maintenant le domaine des arts et de la culture et la réglementation, mais dans mon ancienne vie, j'ai bien connu le domaine de la réglementation en énergie. Lorsque le gouvernement définit des politiques publiques en matière énergétique, il ne définit pas dans le fin détail, ça va être quoi les tarifs d'électricité, puis c'est confié à un régulateur, dans ce cas-ci, dans le cas du Canada, la Régie de l'énergie du Canada, qui est composée d'experts, qui va tenir des audiences publiques, qui va entendre les parties prenantes et qui va rendre des décisions sur le comment. La même chose avec la radiodiffusion et les algorithmes. Mais bon, cela étant, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir comment l'algorithme de YouTube ou de Netflix ou d'Amazon Prime fonctionne. Moi, ce que je veux, c'est une obligation de résultat. Alors, qui procèdent comme ils veulent, qui programment leur machine comme ils veulent. Moi, ce que je veux, et ce que nous voulons en tant que gouvernement, c'est que le contenu soit facilement accessible et qu'il soit mis en valeur. Le moyen, pour moi, est tout à fait accessoire. OK. Parlant de mettre en valeur, je vous amène vers le droit d'auteur. Quels sont vos objectifs au niveau du renouvellement, de la mise à jour de la loi sur les droits d'auteur? Ce sont également... en fait, il y a deux choses qui sont très importantes là-dessus. En tant qu'auteur moi-même de 3 livres, j'ai une certaine compréhension du secteur de l'édition et du concept de droit d'auteur. Je reçois encore de très maigres chèques de droit d'auteur de temps en temps que je déclare au commissaire à l'éthique, même si c'est sous la barre des 200. Il faut déclarer tout ce qu'on reçoit qui vaut plus que 250 $. Je peux vous dire que les derniers chèques que j'ai reçus en tant qu'auteur, je n'aurais pas eu besoin de les déclarer, mais bon, c'est autre chose. Donc, il y a le droit d'auteur au sens où on l'entend donc de façon un peu traditionnelle et nous avons pris un engagement de le faire dans le cadre de notre plateforme électorale. Puis, on a entrepris des consultations publiques aussi sur le droit d'auteur, mais dans un univers du virtuel où les choses deviennent drôlement plus complexes. Elles ne sont pas nécessairement simples dans le monde physique non plus, comme on a pu voir dans certains cas. Mais donc, on a entrepris des consultations publiques pour commencer à tester des idées sur la question de droit d'auteur et même penser à des algorithmes qui sont programmés en utilisant du contenu. Ça peut être une image, ça peut être une phrase, ça peut être un livre. Généralement, pour programmer des algorithmes, il faut leur montrer la même chose des milliers, voire des dizaines de milliers de fois. Alors, est-ce que ce contenu-là qui est utilisé pour programmer un algorithme qui va générer éventuellement des revenus pour une entreprise, est-ce que ça devrait être couvert par le droit d'auteur? Est-ce que si l'algorithme finit par produire quelque chose qui est basé sur du matériel qui était couvert par le droit d'auteur, est-ce que ce produit-là également, qui est issu de l'algorithme, devrait également faire l'objet d'une forme de droit d'auteur ou d'être couvert d'une façon ou d'une autre? Alors, on a entrepris au cours du printemps dernier des consultations là-dessus. Je peux vous dire que nous avons été sévèrement critiqués par Google et par d'autres géants du web, comme quoi on s'attaquait au modèle traditionnel de l'Internet libre et ouvert. Moi, je m'excuse, mais l'Internet libre ouvert, l'Internet, c'est devenu largement un grand centre d'achat.
qui est largement contrôlé par Facebook et Google et où ce qu'on vend d'abord et avant tout, c'est nos données personnelles. Les Anglais disent « data is the new oil », hein? Les données seront à l'économie du 21e siècle ce que le pétrole a été à l'économie du 20e siècle. Alors, c'est cette idée-là que les gouvernements ne peuvent pas réglementer ce secteur-là. Pourquoi? Parce que c'est des compagnies internationales. On réglemente plein de compagnies internationales dans le secteur du pétrole, du gaz. Pourquoi on ne le ferait pas pour l'Internet? Pourquoi ces gens-là auraient tous les droits? Moi, je n'accepte pas cette prémisse-là. Alors, excusez-moi, c'est un long détour, mais c'est un enjeu qui est vraiment, qui est probablement aussi important, sinon plus à terme que celui des droits d'auteur, au sens où je le présentais au départ comme moi-même auteur de 3 livres. Parce qu'effectivement, je comprends très bien la complexité, mais d'un autre côté, il y a tous les droits équitables, la réforme de Copybec, de tous les gestionnaires privés. Donc, je pense que ça aussi, il va falloir faire le ménage dans notre maison avant d'aller faire le ménage dans la maison des autres, là. Ça aussi, il faut s'attaquer à ça, non? Bien, je pense qu'il faut marcher et mâcher de la gomme en même temps, préférablement ne pas texter et regarder où on va. Donc, sincèrement, je pense qu'il faut faire les deux. Puis on a vu le jugement de la Cour suprême qu'on a reçu quelque part en juin, je pense. Peut-être que c'était en juillet. Donc, le gouvernement doit intervenir. On ne peut pas laisser cette situation-là aller telle qu'elle. Et puis l'engagement que nous avons pris dans le cadre de la plateforme. Je vous amène vers les infrastructures. On est conscient de l'importance des lieux de diffusion, des lieux de création. En ce moment, le chiffre que j'avais, c'est le montant qui est investi au Québec, c'est 12 millions pour les infrastructures. Juste à Montréal, il y a pour 86 millions de demandes. Donc, c'est très clair que ce montant-là n'est pas suffisant. Comment on peut s'assurer de transferts équitables, de s'assurer que les artistes, les créateurs puissent travailler dans des conditions adéquates? Quels sont vos objectifs par rapport aux infrastructures? Vous avez tout à fait raison. Donc, le Fonds canadien pour les espaces culturels, qui est essentiellement le Fonds de patrimoine Canada pour les infrastructures culturelles, est doté d'un fonds annuel d'à peu près 12 millions de dollars pour le Québec. Et c'est tout à fait inadéquat. Il faut en faire plus de ce côté-là. Par contre, ce n'est pas les seuls montants qui sont disponibles pour les infrastructures culturelles, puisque dans le cadre de l'entente Québec-Ottawa, sur les infrastructures, il y a un volet infrastructures culturelles également. Dans ce cas-là, c'est le gouvernement du Québec qui dit à Ottawa, voici les projets que nous voulons faire financer. Hélas, le gouvernement du Québec a décidé d'exclure les organismes à but non lucratif de pouvoir soumissionner sur cette entente-là. Donc, ce sont seulement les municipalités et je pense les communautés autochtones qui peuvent déposer des projets dans le cadre de l'entente sur l'infrastructure Québec-Ottawa. Mais le volet culturel, et là, je vous dis ça de mémoire, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais dans le cadre de cette entente-là, le volet culturel est doté d'une enveloppe de 120 millions de dollars. Alors, il y a d'autres fonds qui sont disponibles, mais qui ne sont pas disponibles pour tout le monde. Bien honnêtement, vous avez probablement vu et constaté que le dernier budget fédéral en matière d'art et culture était un budget historique en termes d'investissement dans le secteur. Outre les dépenses de programmes normés, c'est plus d'1,6 milliard de dollars que le gouvernement a ajouté. Le budget précédent, qui était le budget historique, c'était celui de Mélanie Joly en 2017, lorsqu'on avait investi, donc doublé le fonds pour le Conseil des arts du Canada, remis de l'argent dans Radio-Canada après les coupures conservatrices. C'était un investissement supplémentaire de 5 ou 600 millions de dollars. Alors, le dernier budget était 3 fois supérieur en termes d'investissement au budget précédent qui était le plus important en termes d'investissement dans les arts et la culture, mais je n'ai pas réussi à gagner toutes mes batailles. Et celle sur les infrastructures culturelles est une bataille que je veux continuer de mener parce que les besoins sont là, sont criants. On parle aux organisations. J'ai parlé à plusieurs organisations, plusieurs groupes qui veulent faire avancer des projets et où il y a des difficultés. On a quand même réussi à résoudre, je dis résoudre, mais trouver des solutions pour des projets qui avaient des difficultés. Je pense au Gros Bec, entre autres. Je pense à plusieurs autres salles comme ça où on a... Vous savez, ce qu'on a fait, en fait, c'est que
à certains moments, on a décidé d'asseoir le fédéral, Québec et parfois la municipalité lorsqu'elle est impliquée et dire, bon, mais trouvons une solution. Au lieu de se renvoyer la balle puis dire, ah, ben c'est Québec, ah, ben c'est Ottawa, ben là, j'ai dit, pourquoi on n'assoit pas tout le monde ensemble puis trouvons des solutions. Et c'est une formule qui a assez bien marché. On ne peut pas inventer de l'argent avec ça, mais on peut parfois être créatif. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à démontrer, mais je suis d'accord avec vous, il faut qu'il y ait plus d'investissement. On arrive au filet social. On est très content d'entendre qu'effectivement, souvent les programmes, par exemple, les programmes soutenaient dans les festivals, les programmes soutenaient les artistes, mais pas les travailleurs culturels. Comment on peut s'assurer que, parce que l'appareil culturel est un appareil qui est pas simple à cerner, il y a plusieurs intervenants, souvent c'est toujours la même chose. Si je vous entendais tantôt dire qu'on va soutenir Téléfilm Canada, tout ça, mais après ça, on a des organismes comme le Fonds de la musique, le Fonds des libraires, c'est toujours la même chose. Quand on soutient un organisme parce qu'on fait un rattrapage historique, souvent ce sont des organismes qui ont été pénalisés dans une autre vie, qu'on essaie de corriger, mais il faut toujours faire... Comment on s'assure de ne pas déshabiller Paul pour habiller Pierre? Bien, je pense que sous notre gouvernement, il n'y a aucune coupure en matière de culture et même que nous avons ajouté beaucoup d'argent dans beaucoup de secteurs ou sous-secteurs du secteur global des arts et de la culture, mais pas tous. Mais il y a eu beaucoup de rattrapage. Donc, je parlais de téléfilm où on a, donc, dans le dernier budget, 50 millions sur 3 ans, mais là, ce qu'on propose, c'est de le pérenniser, ce 50 millions-là. Le Fonds pour la musique, on a également augmenté de façon significative le budget du Fonds pour la musique. Ça a été applaudi par le secteur d'ailleurs. Et ça, c'est également quelque chose qu'on veut pérenniser. Mais ce qu'on a aussi fait dans le cadre de plusieurs des mesures d'urgence, c'est de lier le financement à l'embauche de travailleurs du secteur des arts et de la culture. Alors, parce que vous avez raison, c'est complexe. Si on supporte juste les organisations, mais pas les personnes, il va manquer une partie importante de l'équation. Alors, il faut faire les deux. C'est pourquoi on a maintenu les mesures transitoires comme la PCU et la PCRE, même si plusieurs partis nous demandent, pas tous, mais plusieurs partis nous demandent de l'abolir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, puis mon gouvernement non plus, le premier ministre non plus. Et on veut les maintenir tant aussi longtemps que ce sera nécessaire. Et comme je le disais plus tôt, pour ce qui est des artistes, des individus en tant que tels dans le secteur, de vraiment réformer l'assurance-emploi pour qu'elle s'applique aux travailleurs autonomes, ce qui n'est pas le cas. Donc, on a un système d'assurance-emploi qui, au fil des années, a permis d'aider de moins en moins de gens. Le système est encore fait pour un monde du travail qui date de 2 ou 3 décennies où la plupart des gens étaient des travailleurs salariés, alors que là, maintenant, on est vraiment dans une situation très, très, très différente. Et il faut s'adapter à ça. Il faut que nos mécanismes reflètent cette situation-là. Moi, l'avantage d'avoir les cheveux gris, d'être vieux, c'est que moi, ça fait 20 ans que je fais de la politique culturelle. Ça doit faire 20 ans que j'entends parler de la réforme de l'assurance-emploi pour les travailleurs. Parce que les artistes, on peut facilement être comparés aux travailleurs saisonniers. Alors, il y a toujours ce côté-là de... C'est quoi l'échéancier? Quand est-ce que... comment vous voyez la table à dessin? Vous êtes élu le 20 septembre. C'est où dans votre échéancier, ça? Parce qu'effectivement... L'assurance-emploi ne relève pas de Patrimoine Canada, mais quel est l'impact que vous allez avoir sur, enfin, la mise à jour de ce dossier-là? Bien, je vous dirais que nous avons déjà pris et nous avons déjà amorcé les travaux pour la réforme de l'assurance-emploi. Donc, c'est ma collègue, la ministre Carla Qualtrough, qui est responsable de ça. J'ai eu plusieurs conversations avec elle et je comprends ce que vous dites, ça fait 20 ans que vous êtes là-dedans et que vous attendez ça. Si je peux vous offrir un prix de consolation, c'est que je pense que nous avons démontré, dès le départ, nous avons dit que nous allions être là pour le secteur. Et ce support-là ne s'est pas effacé malgré le fait que nous sommes critiqués parce que nos programmes sont trop généreux, parce qu'on dépense trop d'argent. Moi, je ne crois pas à ça. Et ce que les gens qui nous critiquent ne réalisent pas, c'est le coût de la pauvreté. Ça coûte très cher, juste d'un point de vue économique. Laissons de côté les impacts sociaux sur la santé mentale, sur le tissu social. Mais d'un point de vue économique, la pauvreté coûte très cher.
Les gens pauvres, ils ne vont pas au théâtre, ils ne vont pas au restaurant, ils ne font pas rouler l'économie, ils ne se promènent pas partout en région ou ailleurs au pays pour faire du tourisme, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas. Alors, le choix qu'on a fait, nous, comme gouvernement, c'est de dire on va prendre sur nous le coût pharaonique de cette crise-là. Et c'est un peu la décision que la plupart des gouvernements ont pris à travers la planète, certains moins que d'autres. Mais ce qui fait que, oui, on s'est beaucoup endetté, mais notre situation financière demeure quand même très enviable. Alors, votre prix de consolation, c'est de regarder ce qu'on a fait depuis 1 an et demi maintenant pour le secteur, puis qu'on a maintenu ces mesures-là, que nous nous engageons à les maintenir jusqu'à ce que nous ayons fait ces réformes-là. Et alors, je n'ai pas de réponse, c'est un long détour, excusez-moi, mais je n'ai pas de réponse claire à votre question. Quand est-ce qu'on va faire combien de temps ça va prendre de faire la réforme de l'assurance-emploi? Ce n'est pas simple, mais nous avons amorcé ce travail-là avec mes collègues du cabinet, avec la ministre, avec Jean-Yves Duclos au Conseil du Trésor et beaucoup d'autres. Et il y a une très, très grande sensibilité au sein de notre gouvernement pour le secteur des arts et de la culture. Et je pense que tous les gestes que nous avons posés au cours de la dernière année et demie font foi de cette sensibilité-là. Ben, j'accepte avec joie ce prix de consolation au nom de ma collectivité. Au niveau de la relance, vous avez parlé de projets fort intéressants, de compenser la vente des billets. Effectivement, on est rassuré de réaliser que vous êtes totalement conscient que aussitôt qu'on va avoir terminé de gérer, si c'est possible, les variants, que notre milieu ne se remettra pas. Il n'y aura pas une switch on-off. C'est très clair qu'on a des répercussions pour encore un bon moment. Là, j'entends les avancées. Pour moi, ce qui est bien important, c'est que vous dites on va maintenir jusqu'à ce qu'on ait de nouveaux programmes. Et ça, parce que oui, on est conscient de l'argent qui a été investi en culture et le réflexe qu'on a, c'est à un moment donné, on va payer pour ça. Et on est toujours dans cette crainte de coupure parce qu'effectivement, il y a eu d'autres parties qui ont la couperette facile. Moi, je suis content parce que je vous ai entendu dire, et ça a été enregistré, j'ai oublié de le dire tantôt, la session est enregistrée. Donc, on maintient les programmes jusqu'à temps qu'il y aura une mise à jour de ces nouveaux dossiers-là. Dans les questions, on va rentrer dans la période de questions. Une des questions qui... Oui? Un élément que vous avez mentionné qui est important, en démocratie, un gouvernement dûment élu a tout le loisir et toute la liberté de changer ce que le gouvernement ou les gouvernements précédents ont fait. Alors, on va le nommer, mais si le Parti conservateur revient au pouvoir le 20 septembre prochain, je pense qu'on a vu ce que les conservateurs ont fait. Puis là, on pourrait parler de l'ère Harper, puis là, les gens pourraient me dire, oui, mais ça fait longtemps, puis ils ont changé. Moi, je dirais, ah oui, ils ont changé. On a vu sur C10, puis regarder leur plateforme sur les arts et la culture, c'est passablement mince, mais les gens disent, oui, mais est-ce que vous ne pouvez pas vous assurer que ces mesures-là vont être là pour toujours? Non, on ne peut pas. Dans une démocratie, ce n'est pas possible. Alors, il y a toujours ce risque-là, puis on me pose souvent la question au niveau environnemental aussi. C'est la même chose. La démocratie, c'est ça, c'est le choix du peuple, puis c'est le choix des élus qui sont choisis de décider. Alors, parce que l'histoire est remplie d'exemples. Le Conseil des arts du Canada a eu 150 millions pendant une semaine. Le budget avait été doublé. Le Parti conservateur est entré, a enlevé cette augmentation. Donc là, quand vous avez ramené le fameux 150 millions au Conseil des arts du Canada, c'était effectivement un retour sur une promesse. Donc on a ramené... donc effectivement, on est entièrement conscient de cette logique-là. Il y a des enjeux parallèles. Je suis content de vous entendre parler aussi effectivement, l'argent en culture ne vient pas exclusivement de Patrimoine Canada. Un des soucis qu'on a eu, par exemple, c'est lors de festivals ou d'événements culturels importants, des artistes étrangers qui n'ont pas leur visa pour venir travailler chez nous. Donc, il y a des spectacles de réputation internationale qui ne sont pas diffusés au Canada parce que les artistes n'ont pas pu rentrer. Comment on peut s'assurer que ça ne se reproduise plus? Et là, est-ce que votre question est spécifique à la COVID ou plus large? Ah non, ça c'était bien avant la COVID. Bien avant la COVID.
c'est effectivement, je suis intervenu dans différents cas comme ça, à la fois comme député parce que c'était des salles de spectacle dans mon comté, mais aussi comme ministre du patrimoine. Nous devons travailler à... C'est une discussion que j'ai eue avec mon collègue, le ministre Mendicino, à l'immigration, mais de trouver un mécanisme, espèce de voie plus rapide pour les projets, pour les artistes, les gens qui ont des lettres d'invitation, qui ont des contrats ici. Ils devraient avoir une façon plus rapide que celle qui est là présentement. Le système d'immigration est un système qui est effectivement très lourd et qui cause parfois des délais tout à fait inacceptables. Alors, cette discussion-là, je l'ai amorcée avec mon collègue. Je n'ai pas encore de solution à vous proposer, mais c'est un enjeu important, vous avez raison. J'ai une question de Martin Roussy, directeur général du musée de la Gaspésie. Le financement actuel des musées se décline principalement par projet et empêche la consolidation des institutions muséales. Allez-vous assurer un financement à la mission des musées canadiens? L'une des choses que j'avais dans ma lettre de mandat en 2019, c'était de revoir la politique sur les musées au Canada qui n'a pas été revue depuis le début des années 90. Et en janvier 2020, j'ai commencé les consultations pour effectivement revoir cette politique-là des musées. La pandémie est arrivée, on a dû faire des choix en termes de ce qu'on devait prioriser et ce qu'on devait laisser de côté. Donc, on a recommencé à travailler sur la politique des musées au printemps dernier, mais on n'a pas eu le temps qu'on aurait souhaité pour pouvoir mener à bien ce projet-là. Mais c'est dans notre plateforme, nous allons aller de l'avant. Un gouvernement libéral réélu irait de l'avant avec une modernisation de la loi de la politique sur les musées, d'une part. D'autre part, vous savez, cet enjeu-là du financement à la mission versus le financement par projet, moi, je l'ai vécu comme écologiste chez Équiterre. C'est la même chose du côté environnemental, c'est la même chose dans plein de secteurs. À un moment donné, vers la fin des années 80, les gouvernements, puis c'est vrai au fédéral, mais c'est vrai dans les provinces aussi, puis c'est vrai ailleurs dans le monde, ont arrêté de faire du financement à la mission, ou presque, parce qu'il y a le Conseil des arts qui en fait encore, par exemple. Mais de façon générale, les programmes gouvernementaux sont surtout sur la base de projets. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il doit y avoir un rééquilibrage. Alors, est-ce qu'on pourrait juste avoir du financement à la mission? Non, ce ne serait pas possible. Parce que là, nos enveloppes seraient allouées année après année. Ce ne serait pas possible de faire rentrer de nouveaux joueurs, d'avoir de nouveaux projets, l'innovation, tout ça. Mais peut-être un heureux mélange des deux, donc du financement à la mission et du financement par programme. Parce que je vous comprends, je vous entends, j'ai vécu ça, moi, d'avoir à réinventer la roue année après année pour des projets, alors que le projet que vous venez de faire, il fonctionne super bien, puis il pourrait fonctionner encore, mais là, il faut que vous arriviez avec quelque chose de nouveau pour satisfaire des exigences. Moi, je trouve que ça n'a pas d'allure. Puis j'ai été à l'autre bout de cette dynamique-là et je trouvais que ça n'avait pas d'allure à cette époque-là. Puis en tant que ministre, je n'ai pas changé d'avis là-dessus. C'est une discussion que j'ai amorcée également avec le ministère du Patrimoine sur comment on pourrait effectivement trouver une façon de rééquilibrer ça également. Et donc, le travail est amorcé, mais il reste beaucoup de travail. C'est pas pour demain la veille où on va y arriver, mais si nous sommes réélus, je veux continuer à travailler là-dessus. Merci. J'ai une question d'Alexandre Nicolas Leblanc, élu municipal à North Atlee. En considérant que l'identité d'une nation forte et solide passe par les arts et la culture, comment un gouvernement libéral entrevoit-il la place des municipalités du Québec en support, au niveau du support, dans ces programmes culturels? Comment un gouvernement libéral élu à Ottawa, peut-il défendre et représenter adéquatement les intérêts des municipalités du Québec en matière de culture? Je veux juste spécifier que M. Leblanc est aussi membre de la SARTEC et de l'ACCT. Merci pour la question. C'est certain que la relation entre le gouvernement fédéral et les municipalités est moins directe puisque les municipalités sont des créations des provinces. Et que dans bien des cas, on ne peut pas faire affaire directement avec les municipalités, il faut passer par les provinces. C'est particulièrement vrai au Québec où il y a une loi qui peut empêcher une organisation de recevoir du financement si Québec n'est pas d'accord, une loi provinciale, évidemment. Donc,
ça peut être parfois plus compliqué pour nous de travailler avec les municipalités, mais pas impossible. Mais on ne pourrait pas, par exemple, avoir au gouvernement fédéral un programme pour les municipalités. Les provinces, constitutionnellement, ce serait très compliqué. Puis, mais on peut faire des partenariats. Par exemple, je parlais de l'enveloppe sur les infrastructures pour les arts et la culture. Donc, les municipalités québécoises peuvent s'adresser au gouvernement du Québec dans le cadre de cette entente-là pour obtenir des fonds, par exemple, pour des projets en infrastructures culturelles municipaux. Alors, donc, c'est pas un lien direct, c'est un lien indirect, mais il y a quand même des possibilités de collaboration à ce niveau-là et d'appui. Merci. Valérie Beaulieu, Culture Montréal, directrice générale, qui nous dit 3 mots pour qualifier votre dernier mandat et 3 mots pour qualifier le prochain si vous êtes élu. Un bel exercice. On va tester les limites de ma capacité d'improvisation. Je pense que 3 mots pour décrire le dernier mandat, pandémie. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté. C10. Puis urgence ou aide d'urgence comme 2 mots, là, mais c'est d'urgence. Je l'accepte. Je l'accepte. Vous êtes l'arbitre. 3 mots pour la suite des choses. Support, relance et prospérité. Ben, vous vous en tirez vraiment pas mal, hein, comme improvisateur. Je vous lève mon chapeau. Ah, je n'irai pas là, moi. Maggie Torian, de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Excusez-moi, je pense que j'ai massacré votre nom, mes plus plates excuses. Si on veut avoir un tourisme culturel fort, il faut soutenir la création, créateurs et organismes de création. Par contre, il est important de faire la distinction entre les 2 secteurs économiques similaires, mais très différents. Comment comptez-vous travailler sur la distinction de ces 2 secteurs économiques complémentaires afin de bien supporter le secteur culturel? Effectivement, culture et tourisme sont complémentaires. Comment on peut s'assurer de la viabilité des 2 et de la complémentarité? Bien, je pense que la clé passe notamment par le fait d'avoir des ministres responsables de ces 2 volets-là qui se parlent beaucoup et qui coordonnent et qui travaillent ensemble. Et ça a été le cas avec la ministre Joly, à qui je parle régulièrement dans le cadre du budget 2021. Pour vous donner un exemple, par exemple, nous avons... nous avons... elle et moi avons eu des mesures de relance ou d'aide à la relance, elle pour le secteur du tourisme et moi pour le secteur des arts et de la culture, mais qui étaient complémentaires. Alors, Mélanie a un programme de 200 millions de dollars pour les grands festivals, les très grands festivals. On parle de 12-15 événements signature à travers le pays qui sont, oui, parfois des événements culturels, mais pas nécessairement... on peut penser, par exemple, au Stampede à Calgary. Alors, certains diraient, bien, c'est la culture albertaine, mais ce n'est pas nécessairement la culture au sens où on l'entend normalement au ministère du Patrimoine. Alors, donc, Mélanie a un fonds pour ces festivals-là, alors que moi, j'ai un fonds de 200 millions de dollars pour les petits et moyens festivals qui sont vraiment plus dans le giron du patrimoine. Donc, Mélanie s'occupe de supporter les événements qui sont plus à caractère touristique, et parfois artistique aussi, mais d'abord et avant tout touristique, alors que moi, mon rôle, c'est de supporter les événements qui sont d'abord et avant tout culturels et artistiques. Et je pense que, bon, évidemment, ces choses-là, c'est pas possible de toujours les trancher au couteau. Alors, ça prend des ministres et des ministères qui se parlent et qui coordonnent une action commune là-dessus. J'ai M. Pablo Marayol, connaissant vos 2 chapeaux, l'écologiste et le ministre du Patrimoine, et dans le contexte d'urgence climatique, dernier rapport du GEC, etc., comment voyez-vous la place des artistes et du secteur culturel dans la discussion environnementale au cours des 4 prochaines années? C'est une question qui me fait particulièrement plaisir parce que ça touche deux sujets qui me tiennent beaucoup à cœur, celui des arts et de la culture et celui de l'environnement. Je vais vous avouer bien honnêtement que lorsque le premier ministre m'a annoncé qu'il
que j'allais être ministre dans son cabinet, j'étais heureux, honoré. Lorsqu'il m'a annoncé que j'allais être ministre du patrimoine, j'étais heureux et honoré, quand même un peu intrigué. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas un expert sur ces questions-là. Bon, je suis un amateur, mais... Et lorsque j'ai commencé à rencontrer des gens un peu partout au pays, rapidement, les artistes d'un bout à l'autre du pays m'ont dit, on est tellement content d'avoir un militant écolo comme ministre du patrimoine parce que, notre secteur a un impact écologique, que ce soit les gens qui partent en tournée pour la musique ou le théâtre, les studios de création télé ou pour les films, on construit des décors. Présentement, il n'y a pas énormément de choses qui se font pour le recyclage, la réutilisation, l'empreinte carbone. Alors, donc, d'une part, on dit on veut que notre secteur fasse mieux. Puis d'autre part, nous voulons faire partie, nous les artistes, nous voulons faire partie de cette conversation-là sur la lutte au changement climatique, sur l'environnement. Et on sait à quel point dans l'histoire, les arts et la culture ont joué un rôle de catalyseur, souvent sur les questions sociales, notamment, mais sur toutes sortes d'enjeux. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a un secteur relativement nouveau de la science des communications qui s'intéresse à la communication environnementale et particulièrement à la communication sur les changements climatiques. Et il y a des chercheurs au Canada notamment qui font d'excellents travaux là-dessus. Et ce que ces gens-là nous disent, c'est que nous, et le nous, c'est les écolos, les politiciens, les scientifiques, nous avons communiqué de façon très inadéquate au cours des dernières décennies sur la question des changements climatiques. On a communiqué sur des questions très complexes de pourcentage de réduction, de carboneutralité en 2050, d'affaires qui ne rejoignent vraiment pas les gens, alors qu'on devrait communiquer sur la base des valeurs, sur la base des émotions. Or, les politiciens et je dirais même les militants écologistes ne sont pas nécessairement très bons pour faire ça, mais les artistes sont c'est la nature même de ce que vous faites. Donc, pas longtemps avant l'élection, j'ai annoncé la mise sur pied de 2 comités aviseurs auprès du ministère du Patrimoine pour l'écologisation du secteur du patrimoine, mais 2 comités, un pour le sport, parce que je suis ministre responsable du sport amateur, et un autre pour le secteur des arts et de la culture, qui sont quand même 2 univers qui relèvent du même ministère, mais qui sont quand même passablement différents, pour commencer à travailler sur ces 2 questions-là. Alors, il y a toutes sortes de gens sur ces comités-là, des gens, je pense à Jérôme Duprat, des Cowboys fringants, qui est à la fois un artiste et un scientifique qui travaille sur les changements climatiques, qui fait partie d'un groupe de musique qui s'intéresse à ces questions-là depuis longtemps, qui a mis en place des mesures, une fondation. Alors, je veux que le ministère puisse outiller, puisse accompagner le secteur dans cette transition-là. Et l'idée, c'est pas qu'on vous impose des standards ou des exigences sans vous aider à y arriver. Pour moi, la transition, c'est ça. Si on demande à des gens de faire des choses, il faut les accompagner. C'est exactement ce travail-là que nous avons commencé à faire et que j'aimerais beaucoup poursuivre. Et évidemment, sur tout le volet de la communication également, comment le secteur des arts et de la culture peut jouer un rôle, à mon avis, névralgique dans la compréhension que les Canadiens et les Canadiennes ont de ces questions-là. Je pense que vous allez être capable de leur communiquer des choses que nous, on n'arrive simplement pas à leur communiquer. Merci. Une dernière question, évidemment, avec ce qui s'est passé cette semaine avec la commission scolaire qui a retiré des livres. Je veux vous entendre sur ce sujet-là. Comment vous vous positionnez par rapport à cette action-là? En tant qu'auteur de livres, même si je n'étais pas auteur, je pense qu'on ne brûle pas des livres. On n'essaie pas d'effacer comme ça. Je pense qu'il faut éduquer les gens. La réconciliation, c'est ça. C'est pas un processus d'éradication historique, c'est un processus d'éducation, de compréhension, d'aller vers l'autre, de s'ouvrir vers l'autre. Alors, c'est pas... je suis fait peu connu, mais en tant que ministre du Patrimoine, je suis aussi le ministre responsable de la mise en œuvre de la loi sur les langues autochtones. Une loi qui a été adoptée en 2019 et qui est une première dans l'histoire du Canada, puisque cette langue-là, elle a été co-construite avec les peuples autochtones, les Inuits, les Métis et les Premières Nations. Donc, nous l'avons rédigée ensemble
et nous en faisons la mise en œuvre ensemble. Ça se fait pas, ça se fait pas sans heurts, c'est pas un long fleuve tranquille, mais on a changé de façon assez radicale la façon de faire du gouvernement fédéral, parce qu'avant, le gouvernement fédéral, il faisait les lois. C'était comme ça, alors que là, on les a inclus dans le processus. Les Premières Nations sont inclus dans les... Donc, le ministère du Patrimoine finance des projets pour la revitalisation, la protection et la promotion des langues autochtones. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, le gouvernement fédéral finançait pour 5 millions de dollars par année de projets. Pour toutes les langues autochtones, il y en a on estime au moins 80 au pays. Alors que cette année, on a multiplié par... on est à peu près à 60 millions. Donc, on a multiplié de façon importante le financement. Et l'an prochain, ce sera plus de 115 millions de dollars. Je pense que la réconciliation, ça passe par là. Ça passe par le fait que j'ai fait adopter au Parlement également une nouvelle loi pour créer la Journée sur la vérité et la réconciliation, qui sera le 30 septembre, qui sera donc pour célébrer pour la première fois cette année pour qu'on parle de ce chapitre très triste-là de notre histoire, mais sans essayer de l'occulter. Et que moi, quand je suis allé à l'école, on a un peu de temps, si vous permettez, petite anecdote, moi, j'ai commencé mon éducation en anglais à Latuc. Il y a une petite minorité d'anglophones et j'allais à ce qu'on appelait l'école des Anglais. Or, l'école des Anglais, quand j'avais 4 ans, 5 ans, partageait la même cour d'école que le pensionnat autochtone qui était à Latuc. Il y avait un pensionnat autochtone à Latuc. Et alors, moi, j'ai côtoyé ces jeunes-là dans la cour d'école. J'avais 5 ans. Tout ce que je savais, c'est que c'était des Indiens. Puis, ils parlaient la plupart anglais. Fait que moi, comme je parlais anglais, on parlait ensemble. Mais ce n'est que des décennies plus tard que j'ai appris la tragique histoire de ce qui se passait dans ce pensionnat-là et dans tous les autres partout au pays. Alors, je pense que la réconciliation passe par cette mémoire-là de ce que nous avons fait subir aux peuples autochtones et de la responsabilité que nous avons de corriger le tir pour aller de l'avant. La réconciliation, pour moi, c'est ça, mais c'est pas de brûler des livres. Je vous remercie. Écoutez, ça a été un grand plaisir de discuter avec vous ce matin. On arrive au terme de notre rencontre. Ça a été très éclairant. On a eu l'opportunité de vous entendre, de vous questionner et merci de votre générosité, merci de ce temps. Je tiens aussi à m'excuser aux gens dont j'ai massacré les noms. C'est vraiment écrit trop petit sur mon ordinateur. Je vais gérer ça pour demain. Mes plus plates excuses, je suis vraiment désolé. Je vous rappelle que moi, je suis toujours en direct des studios de la TV communautaire de l'Estra et je vous dis à demain. Merci beaucoup, M. Guilbeault. Je redonne la parole à Valérie Beaulieu, coprésidente et directrice générale de Culture Montréal. Merci. Ben, écoutez, merci, M. Guilbeault, Steven, un grand merci pour cette rencontre. C'est très apprécié que chacun de vous preniez le temps, tout ça, de venir nous expliquer vos plateformes et de venir répondre à nos questions. Donc, on est vraiment très heureux de tout ça. Donc, merci. Merci, Sylvain, merci d'avoir accepté à si court délai de l'animation de ces rencontres-là. C'est vraiment... On est privilégiés de pouvoir compter sur toi. Et vraiment, merci aux participants, au milieu culturel de toutes les régions du Québec. C'est toujours le fun de se retrouver toutes les régions du Québec sur un Zoom ensemble. Donc, merci de vous intéresser à ces questions-là qui sont importantes quand même. Et un autre merci. Donc, je rappelle demain, en fait, la dernière qui nous reste, c'est Alexandre Boulris du NPD à 11h, donc soyez avec nous. Et oui, merci à notre partenaire, donc l'équipe de télécommunautaire de l'Estran, Marc Bert, Alain Pauvier, Mirko Da Silva. Merci aux 15 conseils régionaux de la culture qui font partie de notre beau réseau et qui ont participé au relais, à la diffusion. Merci vraiment encore spécial Éric Laure et Nathalie Girard, respectivement directeur général et coordonnatrice des communications du RCRCQ. Et un petit merci aussi très spécial à Meggy Torressan, chargée de projet à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean pour cette magnifique gestion du Zoom comme une experte. Donc voilà, bonne journée tout le monde, bon appétit. Et voilà. Merci. Bonne fin de campagne, M. Guilbeault. Merci. Oui, bonne fin de campagne.